Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Massimo Leone, qui est actuellement professeur invité à Paris, à l'Université Paris-Cité. Et Massimo Leone est professeur de sémiotique à l'Université de Turin, il est aussi professeur de Shanghai, il pose des questions, un livre, aussi responsable du plus grand projet européen, dont un en particulier sur le lissage et justement une partie de son travail sur ce grand projet concerne la question de l'intelligence artificielle pour ces problèmes de lissage. Et donc, il faut considérer Maria Giulia qu'il était l'homme juste pour parler dans ce séminaire. Et donc aujourd'hui, Massimo nous parlera de hybride, cyber, chimère, un regard biosémiotique sur l'énonciation par l'intelligence artificielle. Massimo, à toi. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je dois laisser mon éteint, n'est-ce pas? Oui. Merci pour cette invitation. C'est l'un des endroits les plus prestigieux de la sémiotique globale. Le meilleur possible pour une conversation sémiotique. Et avec deux amis qui ont su cette année relancer la discussion sur la sémiotique et l'intelligence artificielle de façon si efficace. Alors, je remercie beaucoup pour cette occasion. Je me sens toujours entouré par l'énergie qui m'amène à faire des choix peut-être trop courageux lorsque je parle à ce public. Donc, je vais vous proposer quelque chose de très nouveau, donc quelque chose sur lequel en fait, j'ai travaillé encore pas suffisamment, mais qui va être, je crois, l'un des sujets sur lesquels je vais travailler dans les prochaines années. Alors, les latins appelaient hybrida un animal né de parents dissemblables, comme un porc né d'une truie et d'un sanglier, c'est-à-dire d'un animal apprivoisé et d'un animal sauvage. L'étymologie viendrait du mot grec hubris, qui est également resté comme un emprunt du grec en français et dans d'autres langues européennes, signifiant arrogance, orgueil, abus. Dans l'étymologie du mot hybrida est donc inscrite l'idée que ces êtres d'ascendance mixte sont le produit d'une union contre nature et arrogante. De ce point de vue, les hybridas se distinguent des monstrua, les monstres, car leur anormalité ne réside pas dans la manière dont ils se montrent, telle est en effet l'étymologie des monstres, entités qui se montrent comme contraires à l'ordre de la nature, mais plutôt dans la manière dont ils sont nés, dont ils ont été générés. La monstruosité des libris est généalogique et générative, plus que chronologique et phénoménologique. Les voyageurs naturalistes et polymathes Pline l'Ancien adoptent par exemple le mot hybrida pour désigner les porcs submentionnés qui, comme indiqué ci-dessus, ont été engendrés ab inuria, c'est-à-dire en raison d'un acte d'orgueil que Pline, dans le 8e livre de son histoire naturelle, définit comme adulterium et quedam inuria naturae, un adultère contre la nature et une violation de ses lois. Mais les latins utilisaient également le mot de façon métaphorique pour désigner des personnes nées des parents différents. Par exemple, lorsque l'un d'eux était un citoyen libre et l'autre un esclave,
ou lorsque l'un d'eux était originaire de Rome et l'autre était un peregrinus, c'est-à-dire un étranger. Hein. Ma petite fille serait un hybride, latinité romaine. Par conséquent, Hybrida est également devenu un nom de famille, mais plus tard, il a aussi été adopté par les grammairiens latins pour indiquer les mots qui ex duarum linguarum verbis conflantur, c'est-à-dire qui fusionnent des mots provenant des deux langues différentes, comme monoculus ou epiredium, le harnais de charrette en latin. C'est des mots composés du grec et du latin à la fois. Le mot hybrida évoque donc que ce soit dans l'accouplement de corps animaux, de corps humains ou même de mots, il y a des règles à respecter, affrontent lesquelles l'on obtient un hybride, fruit d'un acte d'arrogance. Ainsi, les latins désignaient aussi par hybridicum un mot qui devait être expurgé dans le lexique, car jugé fallacieux. En anglais, le mot hybrid entre dans le lexique pour désigner a half-breed mongrel, un bâtard démissant, également de manière métaphorique sous la forme adjectivale hybridus. Le monde animal non humain est en effet la source biologique des références métaphoriques aux hybrides. Dans ce monde, il existe en effet des limites à l'hybridation qui constituent généralement la norme. Les espèces se maintiennent en isolement reproductif grâce à diverses barrières qui empêchent l'hybridation. Ces barrières comprennent des différences génétiques et physiques, des périodes de fertilité distantes, des comportements d'accouplement uniques et les régés par l'organisme des spermatozoïdes, d'embryons étrangers. Certaines de ces barrières agissent avant la fécondation, d'autres après. Chez les plantes, on observe des mécanismes d'isolement similaires tels que la variation des périodes de floraison, les méthodes de pollinisation, la prévention de la croissance du pollen et les facteurs de stérilité génétique tels que la stérilité somatoplastique et la stérilité mâle cytoplasmique génique, ainsi que les structures chromosomiques. Néanmoins, certaines espèces animales et un nombre important d'espèces végétales, y compris des cultures vitales comme le blé, ont évolué par spéciation hybride, impliquant souvent un doublement du nombre des chromosomes. Lorsque la normativité du monde naturel est métaphoriquement transférée au monde culturel, l'idée de l'hybride comme arrogance contre la nature est projetée sur la possibilité que des humains des différents groupes socioculturels se mélangent, se mêlent et se reproduisent ensemble. L'idée selon laquelle certains mots sont des hybrides parce que leurs parties constitutives proviennent de langues qui devraient être séparées est une stigmatisation métaphorique évidente puisque l'étymologie implique toujours au fond des contributions de différentes zones linguistiques. Le mot hybris lui-même en grec, en fait, pourrait être d'origine pré-grecque et s'être ensuite mélangé avec certaines racines sémantiques de la langue grecque. La même espèce humaine, comme on l'a découvert récemment, est une espèce hybride. L'hybridation entre l'homme moderne et d'autres espèces d'homo est attestée par des études génétiques. Le Neanderthal Genome Project, lancé en 2010, a révélé que 1 à 4% de l'ADN des populations modernes d'Afrique non subsaharienne est d'origine néandertalienne. Une analyse plus poussée a indiqué que les génomes combinés des Européens et des Asiatiques de l'Est englobent environ 20% du génome néandertalien présent chez les humains d'aujourd'hui. L'homme s'est historiquement croisé avec des néandertaliens, des Denisovans et peut-être aussi des espèces disparues d'Homo, ce qui a conduit à l'intégration de leur ADN dans le patrimoine génétique humain. Il est intéressant de noter que tous les gènes néandertaliens présents dans les populations humaines actuelles proviendraient de pères néandertaliens et de mères humaines. Mais l'espèce humaine est avant tout une espèce créatrice hybride. L'activité humaine a eu un impact significatif sur l'environnement, entraînant une augmentation des croisements entre les espèces régionales
et une augmentation de l'hybridation due à la propagation mondiale des espèces introduites. Ce mélange génétique constitue une menace pour de nombreuses espèces pouvant conduire à l'extinction, et l'uniformité génétique due à la monoculture de l'agriculture nuit à la diversité génétique nécessaire pour les futurs croisements. L'hybridation intentionnelle par des humains, une pratique courante dans l'horticulture traditionnelle et l'agriculture moderne, a produit de nombreuses plantes à valeur commerciale, notamment des fruits, des fleurs et des herbes. Cette méthode a joué un rôle essentiel dans les premières recherches en génétique, comme en témoigne l'étude du mutagénisme et de la polyploïdie des Notera lamarckiennes. Des pratiques similaires sont observées dans le commerce du bétail et des animaux de compagnie, avec des hybrides comme le bœuf et les chiens-loups comme exemple notable. L'élevage sélectif par l'homme a conduit à la création des races animales et des cultivars végétaux distants, les croisements entre ces variétés domestiques étant parfois qualifiés, mais à tort, d'hybrides. L'espèce humaine pourrait donc être redéfinie comme une espèce hybridante, ou hybridante plutôt, comme l'espèce qui exerce depuis des millénaires l'orgueil particulier de mélanger des espèces que la nature préférerait séparer. L'allure des êtres humains dans ce domaine a été paradoxale. D'une part, ils ont culturalisé la nature en hybridant d'autres espèces naturelles. D'autre part, les humains naturalisent les cultures en insistant sur une pseudo-normativité qui désarticulerait et stigmatiserait toute tentative d'hybridation. C'est également la raison pour laquelle l'hybride est souvent devenu un outil conceptuel important pour toutes les disciplines et tous les penseurs qui ont cherché à dénaturaliser la pseudo-normativité culturelle. La sémiotique est certainement l'une des disciplines, de ces disciplines, et ces hybridateurs conceptuels les plus accomplis sont, à mon avis, Michael Bakhtin, dans le domaine de l'histoire, de la société, de la culture, et Bruno Latour dans celui de l'épistémologie et de la biopolitique. La sémiotique, en tant que théorie de l'hybridation culturelle, joue un rôle crucial dans la compréhension de la dynamique complexe de l'identité et de la culture postcoloniale, par exemple. La rhétorique de l'hybridité, qui fait partie intégrante du discours postcolonial, critique l'impérialisme culturel et explore les effets du mélange culturel sur l'identité. Des théoriciens clés dans ce domaine, comme Homi Bhabha, Nestor Garcia Canclini, Stuart Hall et d'autres, ont émergé au début des années 1990, mettant en avant la conscience multiculturelle. L'ouvrage phare de Bhabha, The Location of Culture, introduit le concept de liminalité dans l'hybridité, qu'il présente comme une source d'anxiété coloniale. Il affirme que l'identité coloniale est elle-même une forme d'hybridité, créant une ambivalence chez les maîtres coloniaux et modifiant la dynamique du pouvoir. Cette théorie illustre la façon dont les cultures sont représentées par des processus d'itération et de traduction, remettant en question les revendications de pureté et d'authenticité culturelle. La notion d'hybridité dans le cadre de Bhabha montre comment les sujets coloniaux se situent dans un espace d'itération et de production constante, formant une identité qui défie les attentes politiques traditionnelles. Les interprétations de l'hybridité par Bhabha s'étendent à la compréhension des politiques culturelles des migrants dans les métropoles modernes, démontrant que l'hybridité transcende les limites des populations migrantes et des villes frontalières. Cette évolution du concept d'hybridité remet en question le point de vue essentialiste et contribue aux théories sociologiques de l'identité, du multiculturalisme et du racisme. La théorie a évolué pour considérer l'hybridité comme un effet culturel de la mondialisation. Des théoriciens comme Jan Nederven-Peters la considérant comme la logique culturelle de ce phénomène. Toutefois, la théorie a été critiquée par son cadre potentiellement essentialiste pour avoir négligé la matérialité des contextes coloniaux. Des critiques comme Aijaz Hamad et Arif Yerlik affirment que les théoriciens postcoloniaux ont tendance à homogénéiser les différences culturelles, tandis que Amar Ashraï
conteste l'approche étroite des Babas et appelle à une perspective historique plus large de l'hybridité. Ce débat met en évidence l'évolution et la pertinence de la théorie de l'hybridité pour comprendre les dynamiques culturelles dans un monde globalisé. Dans le domaine de la sémiotique, le concept d'hybridité linguistique et culturelle est un phénomène dynamique et multiforme, comme l'a souligné Mikhail Bakhtin. Ce concept est essentiel pour comprendre l'interaction complexe des langues et des cultures dans le processus des communications, des créations de sens. Bakhtin distingue deux formes d'hybridité, l'hybridité organique ou inconsciente et l'hybridité intentionnelle. L'hybridité organique est une fusion involontaire d'éléments linguistiques considérés comme un aspect fondamental de l'évolution et du développement historique des langues. Cette forme d'hybridité se produit spontanément, souvent à l'insu des locuteurs, et joue un rôle crucial, d'après Bakhtin, dans la progression naturelle et la diversification des langues. D'autre part, l'hybridité intentionnelle est une juxtaposition délibérée de différents idiomes, discours et perspectives au sein d'un espace sémiotique partagé, sans le mélanger complètement. Ce type d'hybridité est particulièrement répandu dans les expressions artistiques telles que les romans, où des multiples langues et idéologies coexistent et interagissent pour se renforcer et s'éclairer mutuellement. Bakhtin souligne que la langue du roman sert de système complexe où ces divers éléments linguistiques s'animent idéologiquement, créant une riche tapisserie des sens et des représentations. Cette hybridité intentionnelle n'est pas une simple combinaison de langues, mais un effort artistique pour les faire dialoguer, chacune éclairant l'autre, enrichissant ainsi le récit global et ses possibilités d'interprétation. Bienvenue. Bakhtin met également en garde contre une simplification excessive de la distinction entre ces deux types d'hybridité. Il affirme que les forces d'intégration caractéristiques de l'hybridité organique peuvent également se retrouver dans l'hybridité intentionnelle, tout comme les divers éléments séparateurs de l'hybridité intentionnelle peuvent être présents dans les formes organiques. Cette interaction met en évidence la complexité et la fluidité de la langue et de la culture, soulignant l'importance de la sémiotique pour comprendre comment l'essence est créée et partagée. En essence, l'étude de l'hybridité en sémiotique révèle la nature complexe et évolutive de la communication humaine, où les langues et les cultures se croisent, se chevauchent et s'influencent continuellement de manière consciente et inconsciente. Fin de l'introduction. L'avènement de l'intelligence artificielle, et en particulier de l'intelligence artificielle générative, donc vous êtes arrivé au bon moment, pourrait changer ce panorama de manière spectaculaire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des formes d'existence hybride sont créées non pas dans le domaine de la biologie des animaux et des plantes, mais dans celui des langues et des cultures, où humains et algorithmes se mêlent de plus en plus pour donner un sens à des hybrides dont la définition va même au-delà de la définition de l'hybridité dans les travaux de Bruno Latour. Nous sommes peut-être sur le point d'assister à la naissance d'une nouvelle forme d'espèce hybride qui fusionne l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Ce concept d'hybridité cyborg fait écho à des thèmes explorés depuis longtemps dans les futurismes littéraires et philosophiques. Pourtant, ce qui était autrefois un avenir spéculatif dans ce domaine se transforme rapidement en une réalité immédiate. Une telle évolution redéfinit non seulement notre compréhension de l'hybridité, mais nous propulse également dans une ère où la fusion de l'intelligence humaine et artificielle
pourrait se manifester comme une force tangible et influente dans les paysages culturels et linguistiques. Cette réalité émergente appelle à une réévaluation profonde des principes et des implications de l'existence hybride, car elle transcende les barrières conventionnelles entre l'organique et l'artificiel. En utilisant les concepts biologiques de chimère, d'hybride et d'hybride comme une matrice conceptuelle, nous pouvons alors envisager de nouvelles intégrations de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, de l'IA. Dans le contexte d'une intégration de type chimérique, l'on peut imaginer un scénario où l'intelligence humaine et l'IA sont combinées en une seule entité, mais où chacune conserve son identité distincte et contribue de manière unique au fonctionnement de l'ensemble. Cela pourrait s'apparenter à l'intégration de l'IA dans le cerveau humain, où l'IA et la cognition humaine coexistent, chacune avec ses propres capacités de traitement et de raisonnement. Cet arrangement maintiendrait la distinction entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, tout en permettant leur collaboration dans la prise de décision et la résolution de problèmes. Pour une forme d'intégration hybride, donc non pas chimérique mais hybride, il faudrait envisager une approche plus mixte où les intelligences humaines et artificielles sont fusionnées à un niveau fondamental, un peu comme le brassage génétique dans les hybrides biologiques. Dans ce scénario, les algorithmes d'IA pourraient être intégrés directement dans les réseaux neuronaux humains, créant ainsi une nouvelle forme d'intelligence où les processus de pensée humains et les calculs de l'IA sont indissociables. Cela pourrait conduire à des capacités cognitives accrues, telles qu'une meilleure mémoire, des vitesses de traitement plus rapides et la capacité de calculer des algorithmes complexes parallèlement au processus de pensée humains normaux. Troisième niveau, le cybride. Le concept de cybride offre une forme d'intégration encore plus complexe. Ici, le cœur de l'intelligence humaine peut être représenté par la conscience ou des processus cognitifs spécifiques pourraient être intégrés dans un cadre d'IA. Cela reviendrait à placer les capacités cognitives humaines, les noyaux, dans le cytoplasme d'une IA, l'IA fournissant une structure de soutien et des capacités de traitement supplémentaires. Il en résulterait une entité où la cognition humaine dirigerait les fonctions principales, mais serait améliorée et soutenue par les capacités de traitement des données et des calculs de l'IA. Cette intégration pourrait déboucher sur un scénario dans lequel l'intelligence humaine serait renforcée par l'IA en temps réel, ce qui améliorerait notre capacité humaine à interagir avec des grandes quantités de données et à les comprendre. Dans chacun de ces scénarios, l'intégration de l'intelligence humaine et artificielle conduirait à l'émergence d'un nouveau type d'être hybride, combinant le meilleur des deux mondes, la créativité, l'émotion et l'adaptabilité de l'intelligence humaine avec la vitesse, la précision et la puissance des calculs de l'intelligence artificielle. De telles intégrations redéfiniraient des limites des capacités humaines et ouvriraient des possibilités sans précédent dans les domaines de l'apprentissage, de la créativité et de la résolution de problèmes. Envisager la dynamique socioculturelle entre les chimères, les hybrides et les cybrides de l'intelligence humaine et artificielle implique de considérer un réseau complexe d'interactions influencé à la fois par les avancées technologiques et par des comportements sociaux humains profondément enracinés. Voici deux scénarios possibles. Le premier, un scénario optimiste qui impliquerait, primo, une coexistence pacifique et une collaboration. Dans un scénario optimiste, ces différentes entités pourraient coexister pacifiquement, chaque groupe apportant une contribution unique à la société. Secondo, respect mutuel et intégration. La société pourrait évoluer de manière à respecter et à valoriser les diverses capacités de chaque groupe. Les chimères, avec leurs composantes humaines et IA distantes mais coexistantes,
pourraient être considérés comme des médiateurs ou des ponts entre les entités purement humaines et les entités IA. Les hybrides qui mélangent des traits humains et des traits d'IA pourraient exceller dans des domaines qui requièrent à la fois des compétences créatives et informatiques, comme la recherche avancée ou la résolution de problèmes complexes. Le hybride, qui représente une fusion plus intégrée, pourrait donner des indications sur la manière dont l'IA peut améliorer les capacités humaines sans les submerger. Et tertio, synergie collaborative. Ces entités pourraient travailler ensemble en tirant parti de leurs atouts uniques pour faire progresser la société. Par exemple, dans le domaine de la santé, les hybrides hommes-IA pourraient mettre au point des traitements médicaux révolutionnaires. Les chimères pourraient offrir des soins personnalisés grâce à un mélange d'empathie et d'efficacité. Et les hybrides pourraient gérer des vastes systèmes de soins de santé en assurant une allocation optimale des ressources. Et quarto et ultimo, évolution culturelle et éthique, les normes sociétales et l'éthique évolueraient pour s'adapter à ces nouveaux êtres. Des lois et des droits pourraient être établis pour protéger toutes les formes d'intelligence, encourageant une société où la diversité d'intelligence est non seulement acceptée, mais célébrée. Mais, en connaissant les humains, il y a aussi un scénario négatif qui serait possible. Il impliquerait, primo, de la stigmatisation et des tensions sociales. Et ces entités pourraient être confrontées à des défis rappelant les préjugés historiques et les clivages sociaux. De la peur et de l'incompréhension, les humains pourraient craindre les aspects inconnus de ces nouveaux êtres, ce qui entraînerait une stigmatisation. Les chimères pourraient être considérées avec suspicion à raison de leur double nature. Les hybrides pourraient être perçus comme trop étrangers à raison de leur intégration directe de l'IA. Et les hybrides pourraient être perçus comme une menace pour l'autonomie humaine. Ségrégation sociale, cette crainte pourrait conduire à une ségrégation sociale, chaque groupe formant des communautés isolées. Il pourrait y avoir des lieux ou des rôles dans la société jugés appropriés pour les chimères, les hybrides ou les hybrides, ce qui ferait écho aux pratiques discriminatoires du passé. Et enfin, des défis éthiques et juridiques. Le système juridique pourrait avoir du mal à définir les droits et les responsabilités liées à ces nouvelles formes d'intelligence. Cela pourrait donner lieu à des débats animés, voire à des politiques inéquitables qui ne feraient qu'accentuer les divisions. Dans l'un ou l'autre scénario, les facteurs clés influençant l'orientation des relations socioculturelles incluraient le rythme du progrès technologique, la compréhension et l'acceptation de ces entités par les publics et le développement proactif de cadres et des politiques éthiques. L'éducation et le dialogue ouvert seront essentiels pour façonner une société qui soit embrasse la diversité et favorise la collaboration, soit tombe dans les pièges de la peur et de la discrimination. Le résultat dépendra de notre capacité collective à tirer les leçons du passé et envisager un avenir qui valorise toutes les formes d'intelligence et de conscience. Indépendamment de la trajectoire et de la complexité qui l'émergence d'hybrides entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle peut apporter, une constante demeure les besoins impératifs de moyens de compréhension et de communication. C'est là que l'évolution de la biosémiotique vers un cadre plus large que l'on pourrait qualifier, que je voudrais qualifier d'hypersémiotique, devient cruciale. Cette forme avancée de sémiotique n'engloberait pas seulement le domaine existant de la communication biologique, mais s'étendrait également pour combler les lacunes en matière de communication entre les espèces naturelles, les groupes sociaux, les cyberespèces et les entités d'intelligence artificielle. Dans ce contexte, l'hypersémiotique serait un domaine multidisciplinaire synthétisant les connaissances en biologie, sociologie, informatique et philosophie. Son objectif principal serait de déchiffrer et de faciliter les modes complexes de communication et d'interaction qui apparaissent dans un monde où des entités biologiques traditionnelles coexistent avec des organismes cybernétiques avancés et des systèmes d'intelligence artificielle.
Il s'agirait de comprendre non seulement les échanges linguistiques ou symboliques, mais aussi les formes de communication nuancées, non verbales et informatiques utilisées par ces diverses entités. Dans un monde marqué par une si profonde hybridité, le rôle de l'hypersémiotique serait crucial. Voici quelques-unes de ses fonctions. Primo, naviguer dans la communication interespèces. À mesure que les espèces naturelles interagissent avec les cyberespèces et les groupes d'IA, il sera nécessaire de comprendre et d'interpréter les manières extrêmement différentes dont ces entités perçoivent, traitent et communiquent l'information. L'hypersémiotique offrirait des outils et des théories pour naviguer dans ces interactions en favorisant la compréhension mutuelle, la coexistence. Secondo, combler les fossés socioculturels. Dans une société où les groupes sociaux sont imbriqués dans des entités cybernétiques et d'IA, l'hypersémiotique pourrait aider à lutter contre les préjugés, les craintes et les malentendus potentiels et jouerait un rôle dans l'éducation et la sensibilisation des différents groupes aux réalités, aux perspectives des uns et des autres, favorisant ainsi l'harmonie sociale. Tertio, orientation éthique et morale. L'hypersémiotique s'étendrait également à la fourniture de cadres éthiques pour les interactions entre ces diverses entités. Elle contribuerait à l'élaboration des lignes directrices respectant l'autonomie et les droits des êtres naturels et artificiels, en veillant à ce que le développement et l'intégration de l'IA et des organismes cybernétiques s'effacent d'une manière moralement responsable. Et quarto, s'adapter aux changements évolutifs au fur et à mesure que les frontières entre la vie naturelle et la vie artificielle s'estompent. L'hypersémiotique s'adapterait à ces changements en faisant évoluer en permanence ces théories et ces méthodologies pour rester pertinentes dans un monde à mutation rapide. À résumer, l'hypersémiotique pourrait devenir un domaine d'étude essentiel dans un avenir marqué par la convergence des intelligences biologiques et artificielles. Son rôle de la facilitation de la compréhension et de l'interaction entre diverses entités serait indispensable pour relever les défis et maximiser les potentiels de ce nouveau paysage hybride. Et maintenant, quelques cas d'études, parce que, connaissant mon public, il pensera que nous sommes de la science-fiction, mais nous ne sommes pas de la science-fiction. Donc, s'agit-il peut-être d'une sémiotique de la science-fiction, d'un délire futuriste? Alors, moi, je crois que seuls pourraient l'affirmer les sémioticiens qui ignorent le développement des sciences naturelles contemporaines. Je suggère de regarder en particulier dans la direction de ce qu'on appelle aujourd'hui biologie régénérative. La sémiotique s'est beaucoup occupée de génération, notamment dans sa version structurale francophone. Greimas a su emprunter les concepts de génération des sciences génératives, et notamment de la linguistique générative de Chomsky, et en faire le pilier de sa théorie générative du sens. Aujourd'hui, cependant, l'une des aires d'application de l'hypersémiotique serait de faire de la sémiotique régénérative, qui étudierait les formes des communications et des sens qui permettent à un système sémiotique de se régénérer après une rupture. En biologie, la régénération est un processus crucial qui permet aux organismes de réparer et de restaurer les tissus, les organes, les systèmes à la suite d'un dommage ou d'une perturbation. Ce phénomène s'étend à diverses espèces, des organismes simples comme les bactéries, aux organismes complexes comme l'homme. Le processus de régénération peut être complet, les nouveaux tissus reproduisant parfaitement le tissu perdu ou incomplet, entraînant la fibrose du tissu nécrosé. À la base, la régénération implique des processus moléculaires tels que la régulation des gènes, la prolifération cellulaire, la morphogénèse et la différenciation cellulaire, qui sont essentiels au maintien de l'intégrité physiologique et morphologique des organismes multicellulaires. Les organismes modèles, comme l'hydre et les planaires, sont réputés pour leur capacité de régénération adaptative, et diverses autres espèces, dont les échinodermes, les crustacés et les reptiles, présentent des capacités de régénération remarquables. Chez les animaux, l'étendue et la méthode de régénération varient considérablement.
Les arthropodes, par exemple, ont la capacité de régénérer des membres des appendices Est-ce que ça va? Vous entendez maintenant? Oui, maintenant, oui. C'est éteint tout seul les micros ambiants. Et, chez les animaux, l'étendue et la méthode de régénération varient considérablement, et en particulier chez les mammifères est généralement limitée à quelques exceptions près, comme la régénération du bout des doigts chez l'homme et certaines capacités chez les espèces. Ça me rassure beaucoup, par exemple, lorsqu'on coupe un morceau de foie, le foie régénère sa masse initiale idéale suite à l'intervention chirurgique. Donc, une tendance majeure dans la biologie régénérative actuelle consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des modèles de communication et d'interaction cellulaire qui sont ensuite matérialisés dans une manifestation organique. Dans le lexique greimassien, on pourrait dire que l'IA fournit non pas une étude, mais une simulation empirique de la structure de communication et interaction que l'on concrétise ensuite dans des matériaux organiques. Un exemple de cette procédure est celle qui donne lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la biologie régénérative ou dans la biologie développementale, xénobots. Non, les xénobots, les xénobots en anglais, qui tirent leur nom de la grenouille africaine, Xenopus levis, mais à l'intérieur, il y a bien sûr aussi le petit mot grec pour l'étrangeté, sont des formes de vie synthétiques conçues par des ordinateurs pour exécuter diverses fonctions. Construits en combinant différents tissus biologiques, principalement des cellules de peau et des muscles cardiaques dérivés d'embryons de grenouilles, leur classification en tant que robots, organismes ou quelque chose d'entièrement différent fait encore l'objet d'un débat parmi les scientifiques. Ces entités, qui mesurent généralement moins d'1 millimètre de large, sont programmées pour exécuter des tâches telles que la marche, la natation, le transport des charges utiles et l'agrégation de débris. La forme du corps et la répartition des cellules des xénobots sont optimisées par simulation à l'aide d'un algorithme évolutif. Fait remarquable, ils peuvent aussi survivre des semaines sans nourriture et possèdent des capacités d'autoréparation après avoir subi des dommages. Actuellement, les xénobots, qu'on développe surtout dans une université américaine qui est la Tufts University, les xénobots servent, c'est l'université de Daniel Dennett qui a beaucoup influencé aussi ce type de recherche. Actuellement, les xénobots servent d'outils scientifiques pour comprendre la coopération cellulaire de la construction des corps complexes au cours de la morphogénèse. Composés uniquement de cellules de grenouilles, ils sont biodégradables, respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas d'apport énergétique extérieur et ne polluant pas. Leur mouvement est alimenté par les graisses et les protéines stockées, ce qui leur permet de survivre pendant environ une semaine avant qu'ils ne se transforment en cellules cutanées mortes. Les applications, c'est comme des cellules de peau qu'on programme, quoi. Voilà. Les applications potentielles futures des xénobots sont vastes et variées. Ils pourraient être utilisés à des fins environnementales, par exemple pour regrouper les microplastiques qui polluent les océans, ou en médecine pour l'administration ciblée des médicaments, éventuellement à partir des propres cellules du patient afin d'éviter les problèmes des réactions immunitaires.
En outre, il pourrait être utilisé pour des tâches telles que l'élimination de la plaque artérielle ou la localisation et le traitement de maladies, ce qui met en évidence leur polyvalence et leur potentiel dans différents domaines. Une variante des Xenobots sont les Hybrids. Hybrids, ce sont des Xenobots hybrides. On retourne à l'hybridité. Un hybrid, abréviation des robots hybrides, est un organisme cybernétique qui combine des éléments électroniques et biologiques, incorporant généralement des neurones de rat connectés à une puce informatique. Ce concept novateur a été réalisé pour la première fois en 2003 par Steve Potter de l'Institut de technologie de l'Université de Géorgie. Et dans ces expériences, Potter a placé une gouttelette contenant des milliers de cellules de neurones de rat sur une puce de silicium dotée de 60 électrodes. Ces électrodes captent les signaux électriques émis par les neurones et les amplifient, envoyant les données à un ordinateur qui commande alors les robots sans fil. Les mouvements du robot sont directement influencés par l'activité neuronale et il peut également renvoyer des informations aux cellules grâce à des capteurs de lumière qui lui indiquent sa position. Les hybrids diffèrent des cyborgs, comme on les connaît dans la littérature philosophique, en ce sens que les cyborgs sont généralement des humains ou des animaux cybernétiquement améliorés, tandis que les hybrids représentent un nouveau type d'entité composée de matériaux organiques et artificiels. Ils sont parfois qualifiés de semi-vivants, un terme utilisé par les créateurs de hybrids. Un aspect intéressant des hybrids est leur longévité. En général, les neurones extraits d'un cerveau vivant ne survivent que quelques mois. Cependant, un incubateur spécialement conçu pour maintenir une chambre de culture étanche au gaz, sélectivement perméable au dioxyde de carbone, mais imperméable à la vapeur d'eau, prolonge considérablement la durée de vie d'un hybrid, potentiellement jusqu'à 1 ou 2 ans. Mais ce n'est pas les derniers cris en termes de biologie régénérative, parce que en novembre 2023, c'est-à-dire il y a même pas 2 mois, des chercheurs de l'université de Harvard et de Tufts ont publié un article où ils annonçaient la création de nouvelles entités qu'ils ont appelées Anthrobots. Anthrobots, c'est un nouveau type de robots biologiques vivants et mobiles qui se construisent à partir des cellules progénitrices somatiques humaines adultes. Ces robots biologiques multicellulaires en forme de sphéroïdes d'un diamètre compris entre 30 et 500 microns se déplacent grâce à des cils. Au départ, il s'agit des cellules individuelles dérivées des tissus pulmonaires humains adultes. Ils se transforment en robots biologiques multicellulaires mobiles après avoir mis en culture. Pour expliquer de façon plus simple, il y a des cellules munies de cils qui sont à l'action à chaque fois qu'on tousse. Alors, on a utilisé ces cellules pour reconditionner les mouvements des cils et donner une mobilité programmable à ces cellules-là. Donc, au départ, il s'agit de cellules individuelles dérivées des tissus pulmonaires humains adultes qui se transforment en robots biologiques multicellulaires mobiles après avoir été mis en culture. Ce développement représente une avancée significative de la compréhension de la plasticité des cellules des tissus humains adultes et la diversité potentielle des formes corporelles et des comportements dans les constructions vivantes dérivées des cellules. Le développement des Anthrobots tire parti de la plasticité tissulaire native des cellules épithéliales bronchiques humaines normales, NHBE, comme on les appelle en anglais. Ces cellules sont manipulées pour débloquer une nouvelle morphologie qui diffère de leur schéma de développement par défaut, ce qui entraîne la création de structures vivantes multicellulaires 3D mobiles qui s'autoconstruisent. Le protocole consiste à modifier l'environnement des cultures pour obtenir des sphéroïdes recouverts de cils qui présentent une capacité locomotrice spontanée. Cette approche met l'accent sur l'exploration de la plasticité auto-organisatrice de la morphogénèse sans changement génétique en utilisant des tissus somatiques humains adultes, des voies respiratoires comme substrat cellulaire. Les Anthrobots présentent des types de mouvements distants et s'organisent en type morphologique discret. Ils présentent différents modèles de mouvements et se caractérisent par divers types de mouvements,
tels que les mouvements séculaires, linéaires, curvilignes et éclectiques. Hein. Il y en a qui bougent de façon éclectique. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Les types de mouvements sont très cohérents au sein de chaque catégorie, ce qui indique des schémas comportementaux distincts. Cette diversité comportementale est corrélée à des caractéristiques morphologiques spécifiques déterminées par une classification morphologique basée sur l'immunocytochimie, qui donne une articulation de 350 introbots différents et les regroupe sur la base d'indices morphologiques et révélant 3 morphotypes distincts. Chaque morphotype présente des caractéristiques uniques en termes de taille, de forme et des modèles de distribution des cils. Bien, au-delà des détails techniques, et je vais vers la conclusion, il y a un aspect qui émerge de toutes ces expériences très récentes et il y a un problème avec ma connexion. Au-delà des détails techniques, il y a un aspect qui émerge de toutes ces expériences très récentes et qui est d'un intérêt extraordinaire pour une hypersémiotique du futur. Ces recherches, il est vrai, aboutissent à des résultats d'une grande importance pour leurs applications en médecine régénérative. Elles modèlent de nouvelles cellules organiques à partir des manipulations effectuées par le biais de l'intelligence artificielle. Elles transfèrent les schémas neuronaux d'un être organique cognitif à un processeur matériel inorganique et produisent une nouvelle motilité dans des cellules dérivées des matériels organiques humains. Toutes ces recherches, cependant, n'expliquent rien en fin de compte. Elles n'expliquent pas pourquoi une cellule est amenée à se comporter d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Pourquoi les mouvements des cellules cyborg se produisent selon certains modèles dynamiques. Il s'agit, comme le prétendent certains critiques de ces recherches, d'expériences d'ingénierie de la régénération sans pour autant constituer des avancées dans le domaine de la science de la régénération. On peut bien sûr espérer que ces progrès empiriques conduiront également à une meilleure compréhension théorique, mais pour cela, pour passer du stade de l'essai-erreur à celui de la compréhension et la conception intentionnelle, il sera nécessaire d'aborder l'élément crucial qui sous-tend tout ce phénomène mystérieux. Il faudra expliquer pourquoi les cellules finissent par se déplacer d'une manière plutôt que d'une autre et pourquoi elles décident de se plier à un certain comportement. Ce qui expliquera ces résultats de la communication avec et au sein des cellules n'a peut-être pas encore un nom, mais il pourrait être proche de ce que la sémiotique appelle du sens. Merci. Merci Massimo pour cette intervention sur une hypersémiotique palestinienne. Je vais revenir un peu à ce qui est dans la première partie de l'introduction sur le type de cohabitation. Et la question, c'est voilà, les régimes de cette la cohabitation est-ce qu'il n'y aurait pas un petit intérêt à faire aussi de différentes manières d'être à ça, avec ces autres qui ont l'intelligence artificielle ou autres. Et de penser, voilà, c'est des figures différentes, peut-être du brassard, du visage, et puis aussi distinguer par niveau, par exemple. Donc, le classique, c'est le disque, le cognitif, le passionnel, le cognitif. Ensemble, je peux très bien être une collaboration ici, une hybridation cognitive avec
également pour d'autres entités, mais pas du tout rationnelles, ou au contraire pragmatiquement, cognitive, etc. Je te laisse faire certaines choses, je ne partage pas avec toi avec une autre chose, je ne sais pas, ni la dimension rationnelle. On nous dit qu'il faut parler dans les micros, parce que peut-être... Mais il range parce qu'il fonctionne et peut-être qu'un peu loin. Peut-être. Je vais essayer de parler plus fort. Un peu rapprocher, si vous pouvez gentiment nous les rapprocher un peu. Voilà, bien. Ça va mieux Et comme puis ça? Massimo, tu fais un peu comme ça, Ouais. même si. D'accord. Et donc, pour venir à la fin de ma réflexion, il n'y aurait pas une question à traiter qui serait celle des limites. C'est que, probablement, ce qui fait peur, en général, sur ce type de cohabitation, c'est la limite jusqu'où on peut collaborer ou pas. Et donc, je me demande si cette limite ne peut être traitée autour du problème, par exemple, de la réversibilité ou irréversibilité de ce type de collectifs humains et non humains. Merci. Non, c'est une très, très, très bonne question. Et d'abord parce que ça me permet de souligner que, je dirais pas tout, mais pas mal des outils qu'on a élaborés dans la sémiotique, disons, classique, qui ne serait pas une hyposémiotique, ce serait une sémiotique humaine et non pas post-humaine, disons, et serait très utile pour développer ce type d'études, et notamment toutes les sémiotiques de l'interaction que toi-même tu as beaucoup développé. Les nuances pourraient être très bien étudiées par un cadre de sémiotique tensive, les sémiotiques de l'ajustement, de l'endoski, etc. Des sociosémiotiques grémaciennes et post-grémaciennes seraient très, très utiles. En même temps, il y aurait aussi une nouveauté, dans le sens que nous sortirions du cadre de l'interaction entre membres d'une même espèce, et je dirais même nous sortirions de ce cadre plus large et plus ambitieux qui est celui de la biosémiotique contemporaine, où bien sûr il y a une étude sémiotique de l'interaction entre espèces différentes, mais ces espèces ont une stabilité qui est donnée par leur évolution biologique, qui est très lente dans les temps. Selon les experts, elle serait même au bout en ce qui concerne l'espèce humaine. Elle ne pourrait plus donner de la variété, étant donné les conditions dans lesquelles nous vivons. Là, il s'agirait d'étudier des interactions avec des espèces mixtes qui sont en évolution. Soit parce qu'il y a les facteurs classiques de l'évolution technologique, donc les progrès. Je vous ai parlé l'autre semaine de computation quantique. Si la computation quantique aboutit dans les prochaines années à des dispositifs computationnels à large échelle, là, ça changerait complètement nos interactions avec les machines, étant donné la vitesse de computation qui en dériverait. Mais aussi, on arriverait aussi à un moment dans lequel ce qui s'est passé déjà, par exemple, dans un domaine privilégié de l'intelligence artificielle, qui sont les échecs. Alors, bon, il y a eu une longue période de l'histoire de la simulation de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle dans les échecs, dans laquelle on a entraîné les machines en les exposant au schéma des jeux des plus grands maîtres de l'histoire des échecs, ce qui était possible parce que c'est une histoire très très bien documentée. À un moment donné, ça s'est arrêté parce que ce n'était plus intéressant pour les machines, et elles ont beaucoup plus appris et sont beaucoup plus améliorées en jouant contre elles-mêmes que contre des êtres humains ou même des génies entre les joueurs d'échecs. Et cela pourrait être le cas aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire, moi je peux envisager un moment dans lequel la spéculation financière puisse se jouer entre machines et non pas entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine. Et là, il faudra aussi
à mon avis, se douer d'outils computationnels pour pouvoir survivre dans un environnement de sens qui n'est plus humain. On n'est plus uniquement humain, on est de moins en moins humain. Une sorte d'espèce dépassée, pas une espèce qui serait avec une computation plus élaborée. Nous serions les néandertaliens de cette espèce computationnelle. Merci, merci. Sì, ma c'è Plusieurs une questions. Maria Giulia, ensuite. Andrea, ensuite Denis. Sì. Alors, moi, Oui, j'ai Jacques, deux questions, mais rapides. La première, c'est la même question que je t'ai posée vendredi dernier, c'est-à-dire... Je t'ai pas répondu. C'est donc. sur les problèmes, non. Non, c'est sur les problèmes de la méthodologie. Alors, vous en avez déjà un tout petit peu parlé. Est-ce qu'il y a des instruments qui peuvent être utiles? Moi, plus que la question de l'ajustement, etc., j'aurais pensé à la mériologie, notamment la mériologie qui a été développée par Jean-François, qui fait une belle variété des relations entre parties totalité, parties entre elles, configuration, architecture, chaîne, mais peut-être aussi que l'actentialité peut être utile, je ne sais pas, peut-être, on doit parler rapidement de la tour, donc je voulais savoir un peu là qu'est-ce que tu proposes. Et puis, deuxième question, tu as parlé bien sûr de conscience, tu as parlé de beaucoup de questions qui concernent l'humain, mais peut-être pas d'un modèle de corps. Hein. Il me semble, mais je connais vraiment rien à la robotique, mais il me semble que par rapport à la première robotique qui était d'une certaine manière une robotique qui visait à nous rassembler de manière, comment dire, une ressemblance de surface. Aujourd'hui, c'est plutôt un modèle sensorimoteur de l'intérieur de notre corps. Je pensais à ça justement aussi parce que il y aura d'autres intervenants ici qui nous parleront de la robotique et de la nécessité de construire une sensation de chaleur auprès de qui les aborde, qui les côtoie, etc. Donc, je me dis peut-être on passe d'un modèle de corps plus ou moins implicite. Tu parles des mouvements et je me dis c'est plutôt quel type de mouvement, quel est le modèle de ce type de mouvement corporel. Moi, je crois que c'est une question cruciale. Hein. Les deux questions sont fondamentales, mais la deuxième en particulier, c'est vraiment une question centrale parce que lorsqu'on entre un peu dans la logique, moi je dirais même dans la logique anthropologique de la constitution de ces nouveaux robots biologiques, ce qu'on fait, c'est de créer des entités organiques qui sont capables de motilité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que ce soit mobile. Et après, il faut qu'on puisse, en quelque sorte, orienter cette motilité. Mais non pas d'une façon, dans la sémiotique persienne, on dirait duale, c'est-à-dire en les poussant, mais en les convainquant, c'est-à-dire avec une forme de persuasion, en quelque sorte, qui, bon, n'est pas définie comme ça, parce que le lexique qui est utilisé par ces spécialistes n'est pas forcément celui de la sémiotique, mais on parle, par exemple, de horizon des gratifications. Donc, on doit modifier les horizons des gratifications de ces biorobots de façon qu'ils puissent déchaîner une motilité qui est utile pour nos fins. Voilà. Et donc, je répète, la motilité est véritablement un thème crucial. Et comme il est un thème crucial aussi, l'idée, ça aussi c'est un changement par rapport à l'imagination des robots. Dans la nanorobotique et surtout dans la nanobiorobotique, ce qui est important, c'est les résultats dus à l'accumulation
de milliers et des milliers de motilités individuelles. Donc, ce n'est plus l'échelle d'un individu qui simulerait, comme un Frankenstein, un homme qui bouge. C'est les résultats de plusieurs milliers et milliers de petits Frankenstein qui obtiennent un résultat grâce à leur interaction. Et cette interaction est pour nous encore très mystérieuse. En fait, c'est vraiment une sorte de cuisine moléculaire, cellulaire, celle qu'on fait pour atteindre des résultats dans ce domaine, dans l'espace, qu'on va y comprendre plus dans les prochaines années. Et moi, bon, il y a eu des moments, comme je crois pour tout le monde dans ma longue carrière de sémioticien, et dans lesquels je me suis dit, bah bon, il faudrait peut-être redéfinir ou bien même reconsidérer l'utilité de cette discipline. Mais lorsque je lis cette littérature, qui est une littérature qui n'est pas sans importance, c'est-à-dire ce sont des articles derrière lesquels il y a les investissements les plus importants de l'industrie, disons, américaine en ce moment, et non pas seulement américaine. Donc, et moi, je suis convaincu que la sémiotique, avec sa flexibilité théorique, son abstraction, soit l'une de peu de disciplines en sciences humaines qui puissent se faufiler là-dedans pour dire quelque chose de sensé, voilà, sur ces nouveaux sens. Merci. Il y avait une question d'Andrea, puis une question à distance de Jacques, et puis on revient ensemble. Merci. Massimo, merci. Anche Nathalie. Je suis vraiment fasciné par cette idée que tu as présentée d'étendre la biosémiotique vers une compréhension possible des hybrides homme-algorithme, homme-intelligence artificielle. Si on remonte à racine de la biosémiotique, je pense à Jacob von Uexküll, est connu par Sebero et d'autres. Vous l'entendez bien, Andrea? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Ah, c'est en Allemagne, il avait C'était très très drôle. J'imagine le séminaire. C'est mieux maintenant? Oui, merci. Alors je disais, si je remonte à Uexküll, c'est fascinant, même la tâche paradoxale. D'un côté, il théorisait les bulles de savon, donc chaque espèce est dans une bulle, dans un a priori, espace, temps, perception. Et donc, chaque espèce peut avoir une expérience du monde qui est liée, mais limitée aussi aux a priori, qui sont les a priori des organes sensoriels, etc. De l'autre côté, il n'a fait rien d'autre que essayer, comme zoologue, de percer les bulles des autres espèces, en imaginant qu'en tant que zoologue, il avait une sorte d'œil de Dieu ou de la nature avec N majuscule, comme s'il était intitulé à comprendre les autres espèces même de la perspective interne et pas humaine. Alors là, je me demande si ce paradoxe, quelque manière, est présent aussi dans ton projet. Et je me demande aussi si on peut vraiment concevoir l'intelligence artificielle comme une espèce autre dans la bulle de laquelle on va percer pour comprendre les fonctionnements et les a priori. Parce que les humanistes pourraient toujours dire que c'est un produit humain, finalement. Non, ce n'est pas vraiment une identité spécifique autonome, donc ce n'est pas vraiment un hybride interspécifique, mais plutôt intraspécifique. Donc une déclinaison, une inflexion interne à la agentivité humaine tout court. C'est des questions très lourdes.
Je te passe le ballon. Philosophique, parce que c'est effectivement là qu'est notre réflexion, surtout plus philosophique, je disais, devrait pousser. Alors, d'un côté, c'est pour cela que j'ai commencé, peut-être vous n'étiez pas encore arrivé du groupe milanais, j'ai commencé par... Oui, il n'y a pas de problème, non, c'est juste... j'ai repris un peu parce qu'en fait, j'ai commencé par une histoire de l'hybridité, en soulignant le fait que... je pourrais peut-être me tromper, mais il n'y a aucune autre espèce qui a tellement joué avec l'hybridité et l'hybridation des autres espèces. C'est-à-dire, l'espèce humaine pourrait être définie comme l'espèce qui a hybridé les autres espèces, les espèces végétales, les espèces animales. Bon, en partie, l'espèce humaine elle-même dérivant d'une hybridation avec des formes de Homo différentes, les précédentes, les Néandertals, les Dévoniens, etc. Mais surtout, nous nous sommes engagés dans une hybridation des espèces existantes pour créer des hybrides qui n'auraient pas existé en respectant les limites à l'hybridation des espèces naturelles, au moins dans la courte durée. C'est-à-dire, nous avons, dans ma vision, fonctionné comme des accélérateurs d'hybridation. Nous avons créé des systèmes d'accélération de la casualité, de quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de notre manière d'être espèce dans l'environnement, dans le monde. Et je crois que peut-être il y a quelque chose de cela même dans la façon dont nous sommes en train de produire de l'intelligence artificielle. Et surtout maintenant, parce que si l'on pense par exemple à la façon dont ChatGPT a été créé, il a été créé d'une façon qui aurait été impossible dans les laboratoires des universités contemporaines, par exemple. Même les grandes universités, même les universités avec beaucoup d'argent, Stanford, etc. Ça aurait été impossible parce que cela a demandé l'organisation d'une infrastructure matérielle énorme, coûteuse et très dispendieuse aussi du point de vue énergétique pour la création d'une causalité accélérée. En fait, ChatGPT est le résultat inexplicable d'une accélération d'interaction casuelle, bien sûr avec des limites de programmation, mais c'est un bot, c'est un modèle de langage qui a survécu par rapport à tous les autres modèles de langage dont on a fait l'expérience et qui on a essayé de créer dans ces monstres computationnels. Donc, ce que l'on voit, c'est ce qui a survécu par rapport à l'interaction avec les humains. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de l'évolution naturelle dans l'évolution de l'intelligence artificielle actuelle. Il y a une présence et une importance de la matérialité, des conditions matérielles qui est fondamentale. Et il y a de la casualité dans le sens que nous ne pouvons pas encore l'expliquer comme causalité. Hein. C'est un produit, ChatGPT, dont on ne peut pas vraiment reconstruire à part entière les origines. Hein. Et ni ne pouvons-nous expliquer pourquoi ce modèle de langage a produit des interactions qui sont compréhensibles pour nous, tandis que les autres expériences qu'on a faites dans le même monstre computationnel n'ont abouti à rien. Hein. Donc, je crois que là aussi, il se joue une façon d'être dans le monde, dans l'environnement et dans la relation avec les ressources qui est en relation profonde avec la nature humaine. Ce désir de transformer peut-être la causalité en causalité, ce désir de produire du sens accéléré, ce désir de jouer avec la nature, ludus naturae, non? C'est un concept très ancien. Alors, c'est une réponse tout à fait partielle, hein, mais
Ça va dans cette direction-là. Et donc, c'est vrai, von Uxküll, je crois que c'est vraiment un exemple excellent parce que, étant donné ce type de cadre philosophique et théorique, nous sommes dans ce paradoxe-là. C'est-à-dire, nous créons quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais qui en même temps nous amène à avoir autour de nous et en interaction avec nous quelque chose qui est incompréhensible, extérieur, qui nous échappe, qui nous échappera peut-être jamais, qui requiert de la computation pour comprendre la computation. Et donc, dans le domaine de l'esthétique, et là, je renverse un peu disons, la symétrie des spécialismes, parce que je ne suis pas un spécialiste du tout, mais l'on parle beaucoup d'atmosphère, par exemple. Hein, et l'on parle des atmosphères dans un domaine qui est cher à mes recherches dans un autre domaine, par exemple les religieux. Comment apprendre, comment comprendre, comment entrer dans la compréhension, comment comprendre l'essence de quelqu'un qui est religieux lorsqu'on n'est pas religieux. Bon, on parle maintenant d'atmosphère, c'est-à-dire il y a une création atmosphérique, n'est-ce pas, dans la vie. Je crois que peut-être il y a une création atmosphérique d'intelligence artificielle aussi, ce qui n'explique pas trop, parce que c'est un terme un peu flou, vague, mais ça donne l'idée d'une compénétration qui est plutôt aérienne, hein, ce n'est pas vraiment solide. Même maintenant, je termine, il y a entre nous peut-être des différences qui ne sont pas encore des différences organiques, dans le sens que nous sommes tous des membres de l'espèce humaine, mais le degré par lequel l'essence que nous produisons est influencé et même co-élaboré avec de l'intelligence artificielle est très varié. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent maintenant tout le temps avec ChatGPT. Il y a des gens qui ne laissent jamais entrer l'intelligence artificielle dans leur propre intelligence. Donc, déjà, nous ne sommes pas à même de comprendre jusqu'au bout quel sens du sens qui nous entoure est un produit uniquement de l'espèce humaine et de ses capacités computationnelles, ou bien de cette nouvelle forme d'intelligence qui a ses propres moyens de production. Bien sûr, c'est aussi un fait d'accès aux ressources économiques, etc. Mais la compétition entre espèces est aussi un problème d'accès aux ressources. Jacques, on t'entend pas. Oui, je n'avais pas mis mon micro. Oui. Merci Massimo pour cette présentation de l'hybridation. J'ai un sentiment, en t'écoutant, de retrouver un problème que moi-même je suis en train d'affronter en travaillant pour ce séminaire, à savoir celui d'un gap entre deux types d'approches sémiotiques sur ce domaine de l'intelligence artificielle. Un que tu as appelé de manière humoristique science-fiction, mais qui, d'une certaine manière, est une science fictionnelle ou artifictionnelle, je ne sais pas. Et puis, celui qui, ensuite, à la fin de ton exposé, repose sur des expériences particulières de la régénération biologique. Alors, la question qui surgit dans ce gap, c'est quelque chose qui touche à l'intelligence artificielle telle qu'on l'aborde. Dans l'hybridation, est-ce que c'est une autre espèce? Ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion par Andrea, disant bah oui, mais c'est une production humaine, donc ça doit rester dans l'espèce humaine. Je résume de manière brutale. Hein. Donc, est-ce qu'on peut parler d'hybridation sans montrer que l'intelligence artificielle est une autre espèce? Et d'ailleurs, une espèce de quoi, si c'est une espèce? Et je remarque que dans la dernière partie, qui était très différente, où tu travaillais sur des expériences particulières, il est assez difficile de parler de l'intelligence artificielle en général. Ce sont des systèmes numériques hautement sophistiqués
qui permettent de produire des molécules qui ont des mobilités autonomes ou différentes. Mais d'ailleurs, dans cette partie-là, tu as toi-même remarqué, signalé qu'il était extrêmement difficile d'extrapoler quelque chose qui finirait par ressembler à de l'humain ou à quelque espèce vivante globalement constituée. Donc, moi, je me demande si c'est bien entre les deux un gap méthodologique ou s'il ne s'agit pas de deux niveaux très différents et qui ont de la peine à communiquer. D'un côté, on tient un discours sur un grand mythe, hein, un mythe projectif, un mythe futuriste, et qui fait de l'intelligence artificielle un tout, hein, une intelligence, globalement, une catégorie universelle ou généralisable, et puis d'autres approches qui sont plus humbles et beaucoup plus difficiles, qui consistent à examiner les aspects sémiotiques de systèmes numériques hautement sophistiqués et particuliers, qui ne sont pas forcément aussi facilement assimilables à l'intelligence artificielle générale. C'est une question vraiment ouverte et un problème que moi je sais mal traiter, hein. Je le rencontre et j'ai le pressentiment quand même de la cohabitation entre deux discours. La sémiotique devrait se situer par rapport à ça. Elle peut se situer sur les deux, pourquoi pas, mais à condition de savoir où elle se situe quand elle travaille sur le mythe intelligence artificielle globale et quand elle travaille sur des systèmes particuliers, des algorithmes particuliers, des dispositifs spécifiques qui ne sont pas si évidents que ça, comme en tant qu'appartenant à l'intelligence artificielle en général. Voilà. Par exemple, si vous voulez, si on parle d'intelligence artificielle à propos de la robotique, c'est assez compliqué parce que toute la robotique ne relève pas de l'intelligence artificielle. Il y a une partie de la robotique qui relève de la mécatronique qui ne fait pas forcément appel à l'intelligence artificielle comme on l'entend. Et néanmoins, est-ce que quand même ça n'en relevait pas aussi? Oui, cette question, est-ce que l'intelligence artificielle, ça existe comme une espèce avec laquelle on pourrait s'hybrider, se transforme en un problème pour la sémiotique? Où se situer? Dans quel niveau de discours? J'espère avoir été clair, parce que je n'ai pas le sentiment de maîtriser complètement le problème. Merci beaucoup, Jacques. Alors, c'est une question très, très complexe sur laquelle je vais réfléchir. Bon, d'emblée, je pourrais dire qu'il faudrait une hypersémiotique générale et des hypersémiotiques spécifiques, mais je vais pas m'en sortir si facilement. Moi, je vois que peut-être un point de raccord qui pourrait être transversal, mais qu'il faudrait bien sûr, c'est là, tu as parfaitement raison, étudier à l'échelle générale, à l'échelle locale, c'est les rapports entre les stochastiques et les sémiotiques. Parce que, au fond, ce qui donne un atout particulier à cette nouvelle forme d'intelligence. Bon, après, il faudra voir si elle mérite aussi la dénomination d'espèce. Bon, le concept d'espèce est déjà assez chargé et difficile à cerner. Mais ce qui donne un atout spécial à cette nouvelle forme d'intelligence est exactement le pouvoir de la computation et le pouvoir du stochastique. Alors là, le croisement et même les courts-circuits se génèrent lorsque le stochastique est si puissant qu'il arrive à simuler parfaitement les sémiotiques. Pendant des années, on a cherché d'apprendre aux machines des lois du langage pour qu'ils puissent développer une langue artificielle. Tous les travaux qu'on a fait dans la linguistique computationnelle se sont révélés inefficaces par rapport à quelqu'un qui a utilisé de la force brute pour produire du langage. C'est exactement comme ça qu'est né ChatGPT, je l'ai dit il y a quelques minutes. C'est-à-dire, ils ont poussé la puissance stochastique jusqu'à
pouvoir simuler les sémiotiques sans devoir passer par la compréhension. Et le même est en train de passer dans la biologie. C'est-à-dire, il n'est plus le cas, il n'est plus nécessaire de connaître les lois de la nature parce qu'on peut simuler la nature sans la comprendre. Alors là, c'est quelque chose que je vois de transversal à niveau macro et à niveau micro et produit, à mon avis, un décalage très important parce que nous ne sommes pas une espèce stochastique. Bien sûr, nous avons développé des moyens stochastiques, mais notre moyen d'être au monde n'est pas fondé, n'est pas basé sur des statistiques. Et cependant, nous sommes maintenant dans la situation dans laquelle des stochastiques avancés peuvent simuler des comportements humains. C'est pour ça qu'on s'est moqué un peu au début de modèles de langage en les appelant des stochastic parrots, des perroquets stochastiques. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, ce n'est plus des perroquets stochastiques, c'est des humains stochastiques. Et là, c'est le problème. C'est-à-dire, on n'est plus dans les cas d'une interaction dans laquelle nous voyons très bien que c'est un perroquet qui nous parle. Nous sommes dans la situation dans laquelle nous ne sommes pas sûrs que ce n'est pas un humain qui nous parle. Et là, bon, c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, à mon avis, au niveau global, mais aussi au niveau spécifique, parce que dans l'expérience sur laquelle je me suis concentré, notamment dans les cas des xénobots, on arrive à fabriquer ces xénobots, non pas parce qu'on connaît les lois de la motilité cellulaire ou les lois de la reproduction cellulaire, c'est parce qu'on peut appliquer la puissance de calcul stochastique de l'intelligence artificielle pour aboutir à des résultats sans savoir pourquoi. Et donc, c'est pour cela que je crois que les deux niveaux sont en fait liés. Ça change même profondément ce que veut dire faire des sciences naturelles, faire de la pharmacologie. Maintenant, on produit des médicaments sans savoir pourquoi ils sont efficaces. C'est l'intelligence artificielle qui aboutit à une efficacité sans compréhension. Exactement comme dans les modèles de langage, on aboutit à une sémantique sans compréhension. Merci bien. Merci Massimo. J'aurais deux questions. On porte sur la notion même, et le Macron porte sur l'hypersémiotique du futur. Sur la question l'extension aujourd'hui du domaine de l'hybride, de l'épistémologie à la mécanique automobile, à la technologie, les hybrides, etc., invite évidemment à retourner vers le mot et le concept lui-même. Et j'étais voir l'étymologie de l'hybride et j'étais assez surpris. Oui, c'est pas une femme, l'étymologie, évidemment. Oui, comme d'habitude. C'est une notion elle-même hybride. C'est-à-dire qu'elle est née d'une part data hybrida, qui est l'alliance la production d'un sanglier et d'une truie, oui. Et en même temps par contamination avec l'ubris, les Y de l'hybride, c'est disons la référence à la violence démesurée, à l'ambition démesurée, à l'union contre nature, viol. Donc cette composition hybride du concept hybride est quand même intéressante. Mais ma question porte en fait sur le problème que l'hybride présuppose de catégoriser. Et donc, que fait-on du catégorisé sous l'hybride? C'est ça ma question. Je me souviens de la question que posait Steve Berber, qui était intéressante, qui était un petit peu la première question de la sémiotique tensive, qui était sous les scènes, il y a quoi? Sous la catégorie première, du sens structuralisé, qu'est-ce qu'il y a comme composition hybride?
décéderait. Comment le catégoriser? Cette relation-là, c'est ma question, et c'est ce que tu y as, comment tu y as l'abordes, cette question du rapport entre hybride et catégorisation, hybride et décatégorisation, hybride et surcatégorisation. Et ça me paraît être une question assez intéressante pour comprendre un petit peu ce mécanisme. Porte sur ce que tu appelles l'hypersémiotique du futur. Évidemment, c'est une question très programmatique et en même temps très intéressante sur l'hyposémiotique du passé. La signification des langues naturelles et les significations des langages du monde naturel. Et l'hypersémiotique du futur introduirait là-dessus la relation avec l'artificiel. Dans l'expression intelligence artificielle, on est confronté à une sorte d'équivalent paradigmatique avec l'intelligence naturelle, le monde naturel, les langues naturelles. Et donc, ma question là-dessus, c'est cette projection d'une hypersémiotique du futur. Est-ce que tu as envisagé à l'intérieur de ce périmètre si vaste, le problème de sa définition, de son axiomatique, de ses modélisations, de ses hypothèses fondatrices, descriptives, éventuellement sa méthodologie? Oui, merci beaucoup. En fait, les deux questions sont liées. Et effectivement, je rejoins ton histoire étymologique du mot. En fait, j'avais indiqué aussi au début de ma présentation que même du point de vue des origines non grecques du mot hybris, il y aurait des racines étymologiques qui sont entrées dans hybris à partir des langues non grecques pour déterminer ce mot. Donc, il y a toujours le concept chez Pline l'Ancien et d'autres, le hybride, c'est le contre-nature. Mais c'est évident que lorsqu'on généralise ce concept d'hybridation, il y a quelque chose qui est en train de se faire, tu l'as dit, mais en même temps, on veut pouvoir projeter sur cette hybridation généralisée des dispositifs de compréhension, d'articulation, de catégorisation, etc. Il faut peut-être adopter des cadres épistémologiques qui permettraient de faire ça. Parce que, je parlais déjà d'une différence majeure entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, qui est, disons, la dialectique sémiotique stochastique, qui est à la fin, je crois, une question quantitative, quoique on la voit comme une question qualitative. Mais une question radicalement quantitative qu'on voit déjà dans cette différence, c'est la question de la dimensionnalité. L'hybridation, les hybridations dont on est en train de parler ont une multidimensionnalité qui défie un peu la capacité humaine de créer des conceptualisations qui ne seraient pas issues de notre être comme corps dans l'espace. Voilà. C'est ce qui est requis, c'est peut-être une épistémologie multidimensionnelle et qui arrive aussi à faire de la place pour, je dirais pas les flous, mais l'indéterminé, dans le sens dont je parlais la semaine dernière, une indéterminée physique plutôt qu'une indéterminée sémantique ou conceptuelle. Il y a des tentatives dans ce sens-là, par exemple dans le développement de ce qu'on appelle la philosophie contemporaine américaine agential realism, le réalisme agentiel, qui consiste à accepter d'abord, disons, le pouvoir de détermination ontologique du positionnement et de la mesuration, mais aussi de donner une dignité ontologique aux ensembles.
donc aux ensembles hétérogènes. Hein, et les hybrides sont toujours des ensembles hétérogènes. Et il faudrait développer ce cadre dans lequel la sémiotique peut s'insérer, mais tout en cherchant peut-être des cadres philosophiques, des références qui lui permettraient de faire des opérations de telle complexité. Hein. Les origines de la sémiotique générative sont bien placées parce que, notamment, moi je crois que Greimas était un grand champion de l'hybridité, dans le sens que moi je considère son œuvre comme une hybridation puissante de savoir qui était vraiment très dispersé et qui était éloigné dans le panorama académique de l'époque. Peut-être il faudrait retrouver cet esprit greimasien aujourd'hui, c'est-à-dire cet esprit qui n'était pas seulement bricoleur, mais qui était de l'hybridation. Les sciences génératives sont liées à la sémiotique générative, donc il faudrait peut-être récupérer ces liens et le mettre au profit de la compréhension de ce phénomène qui nous occupe aujourd'hui. Il y avait un autre volet de ta question, je suis parti du premier, je ne sais pas si j'ai répondu aussi au deuxième volet, mais oui. Bon, il y a un autre volet sur lequel je voudrais aider. C'est vrai que du coup, la connexion se fait entre l'hybridité et le décollage mythique. Oui, et même, je dirais, là, dans la catégorisation possible, il faudrait aussi parler avec nos collègues dans les sciences naturelles parce que les experts de cellules chimériques, par exemple, aux cellules chimères, qui sont les cellules qu'on étudie de plus en plus, les cellules qui migrent d'un fœtus masculin vers le corps de la mère, ils restent dans le corps de la mère après la naissance. Là, c'est toute une panoplie de différenciations très subtiles concernant la nature de cet état chimérique et les conséquences. Il y a un débat sans issue à présent, par exemple, sur le fait si, d'un côté, ces cellules donnent des bénéfices au corps qui les héberge parce qu'elles permettent une régénération des tissus lors d'une maladie, etc., ou bien s'ils sont à l'origine de maladies auto-immunes. Et probablement, c'est les deux choses à la fois. Donc, on ne peut pas vraiment trancher. Deux dernières questions très rapides. Réponse très rapide, sinon on n'aura pas le temps d'écouter et de discuter Andrea. Nathalie. Oui, ce sera en effet, merci beaucoup, très bref. Vous m'entendez, oui. Est-ce qu'on pourrait proposer une controverse de Valladolid sur ce sujet? Donc, à l'époque, en 1550, on se demandait si les Indiens indigènes étaient des sous-hommes esclaves par nature ou de véritables êtres humains. Donc, on pourrait poser cette question aux robots. Et d'autre part, au début du discours, le bâtard est passé un peu à la trappe, parce que le bâtard en littérature, c'est quand même un blanc-seing pour l'acte gratuit, pour l'arbitraire. Et la littérature nous propose plein de transfuges ou de créoles, de personnages qui échappent à leurs conditions, justement, qui dérogent au déterminisme de leur espèce, parce que l'acte gratuit, c'est quand même l'assassinat, dépasser le tu ne tueras point. Donc, voilà, tu as un peu répondu par la casualité qui a une tendance à être récupérée par la causalité, mais donc tout ce qui est de l'ordre de la créolisation, du métissage, le jazz pour Édouard Glissant et tout, c'est quand même un enrichissement, une espèce de hors-la-loi qui enrichit et qui n'est pas contrôlable. Voilà. C'était ces deux petites choses que je voulais te demander, mais il n'est pas obligatoire d'y répondre. Merci. Merci. Je te serais très reconnaissant de m'envoyer aussi ta question pour qu'on continue aussi à échanger. Parce qu'avec l'âge, je suis devenu un peu sourd et je n'ai pas trop bien entendu tous les détails de ta question. Mais en général, si j'ai bien compris, alors une chose je voudrais dire,
C'est-à-dire qu'effectivement, cette réflexion sur cette altérité qui nous présente l'intelligence artificielle aura sans doute des retombées et est en train d'avoir des retombées déjà sur notre façon de penser la différence en général entre nous et les autres espèces vivantes et aussi les rapports avec, disons, l'inorganique. Donc il y a un enjeu éthique très fort, un enjeu politique très fort dans cette opération et on peut toujours, disons, le saisir dans les deux sens. C'est-à-dire, on peut aussi saisir ces sujets problématiques pour reformuler de façon même plus violente des stigmatisations qu'on a déjà connues, des interdictions vers le mélange, l'hybridité, vers le contact et différences qu'on a déjà connues. Donc voilà, là il y a un enjeu éthique très haut niveau qui se joue, non pas sur l'éthique de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, bon, même dans la littérature grise, mais sur ce qui cela représente vis-à-vis de notre conception d'être comme espèce dans le monde. Voilà. Dernière toute courte question. La question elle était inspirée du titre dans lequel on parle d'énonciation par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je vais juste me limiter au côté un peu informatique de la chose, dans son parti. Informatique, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la seule chose un peu nouvelle qu'on fait, c'est des corrélations très complexes. Donc, une image, je la fais correspondre à un texte. Un texte, je la fais correspondre à un texte. Un texte, une formule chimique, je la fais correspondre à une représentation spatiale. Maintenant, il n'y a aucune abstraction, il n'y a aucune simulation, il n'y a aucun raisonnement ou compréhension. C'est une pure corrélation. Donc, pour le cas facile de la traduction automatique, on a un texte en français, on sort en anglais. Aujourd'hui, si j'ai un texte de 1000 mots en entrée, je vais sortir le texte en face, le système traite les 1000 mots en même temps. Sinon, on commençait au début, la première phrase, etc. Maintenant, il prend 1000 mots, il sort 1000 mots. Est-ce qu'on peut situer la notion de sens, d'énonciation, d'interprétation, etc., dans ce mécanisme et de pure corrélation? Alors, pour de magie, on dit ces systèmes ne font que des corrélations. Il y a un exemple qui est intéressant. Un être humain va apprendre à conduire une voiture en une dizaine d'heures. L'ordinateur, après des millions d'heures d'apprentissage, n'arrive toujours pas à construire sa voiture, parce qu'il n'est pas capable ni d'abstraction, ni de simulation, ni de raisonnement. Il ne fait que des corrélations. Donc, comment est-ce qu'on peut remettre dans ce système de corrélation avec un réseau de neurones ces notions d'énonciation, de sens, d'interprétation, etc. C'est ma question. Merci, c'est une question très importante. Je vais essayer d'être très très bref. Après, bon, peut-être qu'on aura d'autres occasions. Mais il y a un regard méta, donc on pourrait étudier un peu les conditions de production de l'intelligence artificielle, dans le sens qu'il y aurait plusieurs façons de produire de l'intelligence artificielle. Historiquement, il y a eu plusieurs façons de produire de l'intelligence artificielle. Et l'une de ces façons s'est imposée pour son efficacité, mais aussi pour, disons, sa capacité d'attirer des capitaux, d'attirer des investisseurs, etc. Et ça, c'est un regard méta sur les conditions de production. Après, l'on pourrait aussi concevoir les champs disciplinaires de l'étude et l'énonciation de façon très abstraite et philosophique, considérant l'énonciation comme une actualisation à partir d'un système de potentialités.
Alors là, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer aussi à la création des connexions neuronales, dans le sens que là aussi, il y en a quelques-unes qui s'actualisent par rapport à une potentialité possible. Donc, on entrerait dans les coulisses, dans les mécanismes, disons, un peu plus profonds des productions de l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, nous serions devant des énoncés dont nous connaissons les champs des potentialités qu'il a produits, mais dont nous ne connaissons pas, disons, les parcours énonciatifs qui ont donné lieu à ces énoncés-là. Nous ne savons pas pour quel switch, disons, pour quelle dynamique précise nous arrivons à une certaine fixation des potentialités dans les réseaux neuronaux. Et après, le troisième niveau de réponse, l'on peut étudier aussi la simulation d'une énonciation humaine à partir de ce mécanisme, disons, profond. Et là, moi, je suggère que la sémiotique n'oublie pas sa partie cognitive, parce que parvenir à une étude de comment l'intelligence artificielle énonce des simulés des sens à partir de ces connexions hardware, c'est un problème qui ressemble un peu au problème de savoir comment nous recevons et produisons des énoncés doués de sens à partir de nos propres connexions neuronales. Donc c'est une métaphore, bien sûr, encore imparfaite, mais qui nous suggère aussi que l'une des dimensions de la sémiotique qu'il ne faudrait pas oublier, c'est sa connexion aussi avec notre matérialité à nous. Et notre matérialité à nous, c'est une matérialité électrique, chimique, physiologique, qui fait partie aussi de ce complexe mécanisme. Merci beaucoup, Massimo.